donc avec ce combat contre l'insuffisance cardiaque et l'empereur est là. Alors, pourquoi on parle de combat contre l'insuffisance cardiaque? Ben, premièrement, c'est un vrai combat parce que voici ce que ça coûte aux États-Unis. J'ose pas dire le chiffre puisqu'il y a tellement de zéros. Alors, si quelqu'un connaît bien les chiffres, ça fait 35 milliards de dollars et ça représente 1% des dépenses de santé pour traiter ces insuffisants cardiaques. C'est un très gros chiffre de très grosses dépenses. Et c'est un combat, donc à la guerre comme à la guerre, il y a énormément de dépenses. Deuxièmement, c'est une vraie guerre pour la simple raison que quand on va analyser les pertes humaines et les maladies qui en découlent de cette insuffisance cardiaque, eh bien, on constate une particularité, c'est que malgré toute cette technologie, on va appeler ça technologie médicale, en termes de guerre, toute cette technologie et toutes ces avancées pour réduire les pertes humaines, eh bien, on est étonné que les statistiques nous disent que la réadmission à 30 jours des patients insuffisants cardiaques est de 25%. C'est-à-dire que sur l'ensemble des insuffisants cardiaques qui quittent l'hôpital pour une poussée, le quart vont revenir dans le mois qui suit. C'est un chiffre énorme et qui en grande partie explique ces dépenses très importantes pour l'insuffisance cardiaque et ses patients. Voilà, donc beaucoup de dépenses financières, beaucoup de pertes humaines, et là où le bas blesse, on va dire le tendon d'Achille, c'est la réhospitalisation qui est en grande partie cause de tout ça. Donc si on veut une stratégie de guerre contre l'insuffisance cardiaque, eh bien on va cibler les personnes, d'abord les personnes qui sont le plus à risque, et là les diabétiques sont désignés au premier plan, puisqu'un diabétique fera dans sa vie, au moins 30 à 50% des diabétiques feront une insuffisance cardiaque. Donc la population qui est le plus à risque, qu'il va falloir protéger pour combattre cette insuffisance cardiaque, c'est les patients diabétiques. Eh bien, c'est pour ça et comme ça qu'il y a eu de nouvelles drogues du diabète, et j'évoque les thiazolidinediones, et quand on les a amenés sur le marché, tout le monde était très content. C'est un médicament, c'est comme un cheval de Troie. C'est un médicament très fort, très puissant, très joli, qui réduit tout, qui réduit aussi bien l'hémoglobine glyquée, le poids, la tension, les paramètres, mais une fois qu'on l'a adopté, on l'a fait entrer chez nous, eh bien, il y a eu toutes ces poussées d'insuffisance cardiaque, et c'était un vrai cheval de Troie. C'est pour ça qu'en 2019, les thiazolidinediones sont vraiment contre-indiqués quand il y a un risque d'insuffisance cardiaque chez les patients diabétiques. Voilà. Et ce qu'il faut, c'est vraiment on va dire un soldat qui va surveiller tout ça. Eh bien, la FDA, c'est elle qui surveille les essais cliniques, et ça s'appelle Cardiovascular Outcome Trials. Tous les essais chez les diabétiques, eh bien, il faut les faire passer par des essais de non-infériorité de toutes les nouvelles molécules. Et il s'avère que pour les SGLT2 inhibiteurs, il y a eu ces 3 grandes études qui sont passées par la non-infériorité, et on commence par la première, l'empagliflozine, et c'était cette étude EMPA-REG qui non seulement a montré une non-infériorité, mais elle a montré une supériorité en termes d'événements cardiovasculaires chez le diabétique. C'était une grande première. C'est la première fois qu'une étude avec un SGLT2, qui était une nouvelle classe à l'époque, quand c'est publié en 2015, de dire que c'est supérieur et bénéfique pour le patient diabétique. Eh bien, voilà les résultats d'EMPA-REG. Réduction de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Et je crois que c'est ce qui a le plus fait un peu vibrer les cardiologues,
c'est que 35% de réduction de l'insuffisance cardiaque et de l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, c'est exactement le tendon d'Achille de nos patients qui sont réhospitalisés. C'est formidable, mais cette étude chez les diabétiques s'accompagnait également, et ça c'est des choses qui sont devenues assez rares de notre temps, d'une réduction de la mortalité cardiaque, et ce qui est encore plus rare, pour ne pas dire exceptionnel, réduction de la mortalité toute cause de 32%. Et pour terminer, il y a eu réduction du critère primaire de 14%. Je crois que cette étude en pareil qui était significative à tous les points chez les diabétiques à haut risque cardiovasculaire a ouvert une grande porte, non seulement pour réduire le risque cardiovasculaire chez les diabétiques, mais et surtout aussi pour dire attention, nous réduisons de 35% le risque de réhospitaliser un patient pour insuffisance cardiaque. Donc, ça ouvre une porte pour l'insuffisance cardiaque. C'était phénoménal. Et Empareg, avec l'empagliflozine, eh bien, réduit l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque de façon très importante, vous l'avez vu, c'est quand même important, 35% de réduction, mais aussi réduction de la mortalité cardiovasculaire, et ça, je vous l'ai dit, c'est quelque chose en général assez rare dans les études, mais ce qui est exceptionnel et parfois inattendu quand on fait une étude, c'est de réduire la mortalité toute cause. Et dans cette étude en pareil, la réduction de l'hémoglobine glycée était légère, de 0,5% en moyenne. Et quand on voit tout ça avec un œil de cardiologue, on se dit, mais purée, mais cette Empareg et cette étude-là, elle est ici pour nous dire, vous avez sous la main un probablement futur bijou du traitement de l'insuffisance cardiaque, beaucoup plus peut-être que celui du diabète. Eh bien, si on mettait dans la courbe, ou plutôt la chronologie des études sur l'insuffisance cardiaque, si on rajoutait, même si Empareg n'est pas une étude de l'insuffisance cardiaque, c'est juste pour la chronologie, un an après Paradigme, apparaît Empareg, et puis c'est prévu en 2017 canagliflozine Canvas et en 2018 dapagliflozine déclartimine. Alors, il y a un point important. En 2015, quand ces résultats sont apparus, eh bien, les glyphlosines qui n'ont pas encore d'études se sont dit, mais on est en train d'étudier l'insuffisance, on est en train d'étudier nos molécules dans le diabète, alors qu'il y a vraiment quelque chose de très important dans l'insuffisance cardiaque. La dapagliflozine l'a compris et elle a pris le pas en 2016 pour lancer son étude très rapidement sur l'insuffisance cardiaque avec ou sans diabète. Et ça s'appelle l'étude APA-HF, on le sait, puisqu'elle est parue en 2019 et c'était la première à parler des glitazones dans l'insuffisance cardiaque. Donc, eh bien voilà, et 2020, Emperor est arrivé. Les canagliflozines en 2017 réduit la poussée d'insuffisance cardiaque de 37%. Et elle est significative sur le critère primaire, mais pas de baisse de mortalité totale ou cardiovasculaire. Déclartimie avec l'étude avec la dapagliflozine, réduction également des insuffisances cardiaques, des hospitalisations pour insuffisance cardiaque, avec une réduction du critère primaire, mais pas de réduction de mortalité. Donc là, on est dans un effet de classe, de réduire les poussées d'insuffisance cardiaque. Et tout le monde avait bien visé que ces molécules allaient servir dans l'insuffisance cardiaque. Et maintenant, on se concentre sur l'insuffisance cardiaque. Il y a eu cette dapagliflozine en 2019, et les résultats étaient très intéressants. Elle a été utilisée chez les insuffisants cardiaques à fraction d'éjection réduite, avec ou sans diabète. Et le résultat, j'ai pas pu résister à le mettre en face des résultats de Paradigme, qui est devenu un pilier du traitement de l'insuffisance cardiaque avec le sacubitril/valsartan, et comparer les deux études,
même si on ne peut pas les comparer face to face, mais juste pour dire que dans les deux études, les insuffisants cardiaques ont réduit les poussées d'insuffisance cardiaque avec sacubitril ou dapagliflozine, mais sans pouvoir les comparer directement, on se rend compte que les 30% de réduction de poussée d'insuffisance cardiaque avec la DAPA, c'est quelque chose d'extraordinaire. À côté de ça, les deux études ont pu réduire la mortalité cardiovasculaire à peu près de 20%, et les deux études ont pu réduire la mortalité toute cause de 15-17%. C'est formidable. Et en plus, critères primaires, à peu près pareil. Ce sont deux grandes études sur l'insuffisance cardiaque qui viennent dire « Oh, mais attention, la dapagliflozine avec DAPA-HF, on est en train de prouver que c'est un pilier aussi important que le sacubitril/valsartan, et c'est quelque chose qui va changer l'attitude avec, vous le voyez, des sous-groupes qui sont positifs, quel que soit l'âge, le sexe. Et donc, les leçons de DAPA-HF, c'était ça. Elle réduit la mortalité toute cause. Et à droite, on voit très bien que la personne soit diabétique ou non, c'est pareil. Et elle a été approuvée par la FDA. Voilà. On est dans ce contexte et en 2020, eh bien, en 2020, pour gagner la guerre, définitivement, il fallait un empereur. Et l'empereur est là, et il est là pour clouer et terminer vraiment cette guerre contre l'insuffisance cardiaque. Empereur, c'est quoi? C'est une étude dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse qui a comparé placebo, c'est-à-dire up-to-date treatment, le meilleur traitement qu'on peut avoir pour l'insuffisance cardiaque, à l'empagliflozine 10 mg qui a été rajouté. Et le critère primaire, c'est de voir le critère qui est composite, événement cardiovasculaire et poussée, c'est-à-dire mortalité cardiovasculaire ou une poussée d'insuffisance cardiaque. Les critères secondaires, c'est la poussée d'insuffisance cardiaque et la dégradation de la fonction rénale. Les résultats sont évidents, critères primaires positifs, significatifs, réduction de 25% de la mortalité cardiovasculaire ou des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et critères secondaires, hospitalisation pour insuffisance cardiaque, réduction de 30%. À peu près le même chiffre que DAPA. Et la fonction rénale, eh bien, au bout des semaines de traitement, vous voyez qu'il y a une différence où l'empagliflozine va moins dégrader sa fonction, les patients sous EMPA, que les patients sous placebo, qui dégradent de 50% pratiquement de plus leur fonction. Et ce qui est intéressant, après l'arrêt du traitement, la fonction rénale est améliorée avec l'empagliflozine, alors qu'elle continue un peu à se dégrader avec le placebo. Voilà. Donc cette étude avec l'empagliflozine en Poror, réduction du critère primaire de 25%, réduction des hospitalisations de 30%, réduction de la dégradation de la fonction rénale 50%, mortalité cardiovasculaire n'a pas abouti, et finalement, je voudrais résumer ce qu'on a vu, les 4 grandes études, dans un tableau. Empagliflozine avec diabète et haut risque cardiaque, c'est EMPA-REG, vous l'avez vu, c'est ça les résultats. Et dapagliflozine dans le diabète, c'est l'étude d'Eclartini. Et on ajoute l'insuffisance cardiaque, empagliflozine et DAPA. Donc en bas, la DAPA, c'est DAPA-HF. Et en haut, c'est l'étude en Poror. Quand on met ces 4 études avec les SGLT2, les deux importants, on constate qu'il y a quand même 30%, 35%, 27%, c'est à peu près autour de 30% de réduction. Et cette réduction importante des poussées d'insuffisance cardiaque, et rappelez-vous, c'est ce qu'on recherchait. Deuxièmement, réduction des critères primaires dans les 4 études. Réduction de mortalité cardiovasculaire
avec l'étude en PAREG pour l'empagliflozine et avec DAPA-HF pour la dapagliflozine, réduction de mortalité. Et finalement, réduction, ralentissement de la dégradation de la fonction rénale. Et si on retient pour le combat d'aujourd'hui de l'insuffisance cardiaque, en dehors de la réduction des événements cardiovasculaires, cette réduction des poussées d'insuffisance cardiaque, souvenez-vous, on a dit que c'était le tendon d'Achille qui représentait les 1% des dépenses de santé. Eh bien, en réduisant de 30%, on devrait théoriquement réduire les dépenses de 30%. Je terminerai les 2 minutes qui me restent sur un petit peu la conclusion de l'impact que ça a tout ça sur les recommandations, puisque on est en train de vivre un moment important pour l'insuffisance cardiaque, puisque à paradigme après paradigme, on a eu toutes ces études avec les SGLT2, et en comparaison de nombre de patients par rapport à paradigme, on est dans un nombre qui représente 5-10 fois plus important que les patients qui étaient enrôlés dans paradigme. Donc, sur le plan des guidelines, vous voyez, il est basé comme ça, le traitement de l'insuffisance cardiaque sur les recos de 2016, il est basé sur un pilier où on va commencer comme ça, avec des IEC ou ARA2, bêta-bloquants, minéralocorticoïdes, ARNI, et puis après, on se posait la question, logiquement, on va nous dire, ajouter les SGLT2. Mais non, devant l'importance des études avec les SGLT2 et le nombre de patients et les chiffres qui sont choquants, eh bien, ce n'est plus comme ça qu'il va falloir traiter l'insuffisance cardiaque, c'est plutôt comme ça. C'est que chacun a son rôle et chacun est un pilier et chacun a prouvé qu'il réduisait les événements cardiovasculaires, et je dirais avec un chapeau pour les dernières classes parce que c'est on top of, c'est-à-dire en plus d'un traitement maximum. Je dirais que ça aurait peut-être plus de mérite même que les premiers où il n'y avait pas de traitement qui prouvait réduction de mortalité. Voilà, donc dernière diapo, 2016, on a vu qu'il y avait les recos, et en 2020, eh ben, on voit qu'il y a beaucoup de nouvelles études, beaucoup de nouvelles drogues, nouvelles stratégies, et on compte sur la FDA et sur les recos européennes et sur les américaines pour changer tout ça, et qu'en 2021, il y aura ces nouvelles recommandations et qu'elles vont nous amener beaucoup de bien dans le traitement. Et qu'on passera du 1 pilier aux 5 piliers, et je vous remercie.